À peine levé, le coroner a sorti une nouvelle vidéo. Et j'étais très content, donc je l'ai regardée. Elle traite d'Iron Man, mais à chaque fois que je vois cette scène, celle de sa mort, je suis rempli d'émotions. Alors je me suis posé la question. Pourquoi je suis triste? Je crois qu'il faut que je fasse quelques recherches. Après pas mal de recherches, je pense avoir enfin trouvé les réponses à ma propre question. Mais je vous la pose à vous. À votre avis, pourquoi Iron Man est-il si émouvant? Bon, remontons un petit peu dans le temps. C'est en 1963 que Stan Lee, le créateur de Marvel, va publier pour la première fois un certain Anthony Edward Stark, alias Tony Stark, dans Tale of Suspense. C'est en 1968 qu'il va avoir sa propre série de comics, The Invincible Iron Man, seulement 5 ans après. Et oui, il semblerait que Iron Man avait déjà du succès à l'époque. Étant donné que cette vidéo n'est pas sur les origines d'Iron Man, je vais pas m'étaler sur les comics. Par contre, je serais ravi d'un jour de faire une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Au début d'Iron Man 1, le film donc, on voit très peu d'informations sur le passé de Tony. On sait qu'il est globalement fournisseur d'armes, on le voit aller en Afghanistan pour faire la promotion de son nouveau missile. Mais alors, patatras, il va être attaqué, pris au piège par des terroristes qui veulent simplement son missile. Et oui, c'est ça quand on est vendeur d'armes et qu'on va en Afghanistan. Pas très malin. Lors de l'embuscade, Tony va être gravement blessé. Des éclats d'obus seront répartis dans son thorax. Un scientifique sur place va le sauver. Il s'appelle Oyinsen. Il va lui implémenter un électro-aimant au niveau du milieu du thorax qui va venir simplement aimanter les éclats d'obus pour éviter qu'il lui transperce le cœur. Le but des terroristes, comme je l'ai dit, c'est de récupérer les fameux nouveaux missiles de Tony Stark, donc les missiles Jericho. Ils vont donc lui ordonner de les reproduire. Mais en secret, Tony, il a une autre envie, il va créer une sorte de réacteur ARK qui va venir remplacer la batterie de voiture qu'avait utilisée Oyinsen. En secret, au milieu de l'Afghanistan, Tony Stark va, en plus de son réacteur, créer une armure de fer, qui sera alimentée par ce même réacteur, afin de s'enfuir. Malheureusement, alors qu'il avait prévu d'emmener avec lui son sauveur, il va se sacrifier pour éviter que les terroristes découvrent ce que Tony Stark était en train de manigancer. Il va pouvoir s'enfuir et en même temps fera sauter l'entièreté du stock d'armes des terroristes. Il sera finalement secouru par l'armée américaine, dont fait partie son ami, le commandant James Root, qui était à sa recherche. On va prendre un petit moment pour débrief la situation. Tony Stark vient de vivre un moment traumatisant. Il a été enlevé par des terroristes, son sauveur s'est sacrifié pour qu'il puisse s'échapper. Bon, c'est le genre d'événement qui marque un petit peu, mais en plus il a failli mourir, donc forcément il revient avec les idées changées. Il va décider que Stark Industries va arrêter de faire des armes. Bon, c'est pas quelque chose qui va plaire à son mentor Obadiah Stane. Je sais plus vraiment si ça se prononce comme ça. Lors de ce film, il va devoir se battre contre son mentor et finira par le tuer parce qu'il n'avait pas vraiment le choix, mais c'est encore une fois un événement assez traumatisant. Faut pas oublier qu'à la base, Obadiah, en fait, c'est son mentor, mais c'est aussi l'ami de son père, donc c'est quelqu'un qu'il a toujours connu, qu'il a considéré comme un oncle, comme un mentor, bon forcément, je l'ai déjà dit, mais surtout comme un exemple. Et devoir le tuer, c'est pas évident et ça laisse forcément des marques. À la fin de Iron Man 1, alors que le monde s'interroge sur ce qui s'est passé, il indiquera tout d'abord que c'était un accident. Mais il finira cette conférence de presse par une phrase qui est un peu devenue mythique. Truth is, I am Iron Man. Dans ce film, on nous présente un Iron Man arrogant, certes, mais également très intelligent, capable de se sortir de situations critiques, avec pas mal de défauts. En fait, c'est l'archétype de l'anti-héros, un peu comme Batman chez DC. En fait, c'est une personne très riche qui a construit son armure dans un moment
clé de sa vie et qui va essayer de corriger ses erreurs passées. Finalement, c'est un peu ça Iron Man, sauf que c'est bien mieux réussi que Batman, on va pas se mentir. C'est cette balance de l'homme qui essaye de réparer ses torts, qui a vécu des événements traumatiques, qui est présenté au monde. Ok, mais maintenant, j'aimerais vous parler de celui qui interprète Tony Stark. Robert Downey Jr. a eu une vie mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire. À seulement 5 ans, il va enchaîner son premier rôle. Et puis il va continuer jusqu'à avoir son premier rôle notable dans Chaplin de Richard Attenborough. Notre ami Robert vient d'une famille d'acteurs. Il a des facilités, forcément, parce qu'il grandit dans ce milieu. Il est un peu destiné, comme Tony Stark, à réussir. Il ira d'ailleurs jusqu'à être nominé aux Oscars dans la catégorie du meilleur acteur. Malheureusement, il ne va pas le remporter. Entre 1996 et 2003, Robert va connaître une chute en enfer. Il va faire plusieurs allers-retours en prison à cause de sa toxicomanie et de son alcoolisme. C'est en 2000, après avoir été arrêté pour port d'armes et possession de drogue, qu'il décide de changer. Mais c'est réellement en 2003 qu'il va tout arrêter. Il raconte qu'après avoir commandé un Burger King et l'avoir mangé, le goût du cheeseburger était dégueulasse. Alors, il a pensé que quelque chose de grave allait arriver, alors il a tout stoppé d'un coup. Même si Roberts va continuer de jouer pendant sa chute en enfer, il va perdre énormément de reconnaissance en Amérique. Il sera considéré comme un drogué et un toxicomane qui ne faut rien. Mais Ben Stiller va lui donner sa chance dans Tonnerre sous les tropiques. C'est à ce moment-là qu'il va regagner un peu de reconnaissance en Amérique. Il sera même nommé pour l'Oscar du meilleur second rôle. Mais c'est Iron Man en 2008 qui va lui donner une reconnaissance internationale et qui va faire décoller sa carrière. En octobre de la même année d'ailleurs, il signera un contrat exclusif avec Marvel pour interpréter le rôle pour les prochains films. Même si on ne peut pas dire que ce rôle lui a sauvé la vie, il l'interprète tellement bien qu'on dirait que Tony et Robert sont deux faces d'une même pièce. Et je pense que si Iron Man a autant fonctionné, c'est également grâce au jeu de Robert. Si dans les premiers Iron Man, on avait affaire à un héros assez atypique, plutôt égocentrique et finalement pas très héroïque, sauf quand cela le touche de près. Dans les premiers Avengers, cela va changer. Le personnage va prendre un tout autre chemin déjà dans son rapport aux autres. Il va toujours utiliser l'humour quand il sera sujet à des futilités, à des sujets qui ne l'intéressent pas trop. Par contre, il sera, le je sais tout de l'équipe, capable de répondre à quasi toutes les interrogations. Il est certes montré sous un air arrogant, mais il ne l'est pas tellement. Il s'intéresse énormément aux autres, même s'il le fait discrètement. Bon, il le fera pas discrètement avec un certain Hulk, avec le docteur Banner. Effectivement, assez vite, il vient pour le titiller, pour essayer de voir où est sa limite. Bon, Steve Rogers va le stopper assez rapidement. Broke Harlem. Well, I promised a stress-free environment. No tension, no surprises. Ow! Hey! Nothing? Are you nuts? Jury's out. You really have got a lid on it, haven't you? What's your secret? Mellow jab? Quand Banner et lui vont travailler ensemble, il va assez vite essayer de le comprendre et de lui faire comprendre que Hulk n'est pas une malédiction et qu'il ne faut pas qu'il la prenne comme ça. Plutôt d'essayer de voir les choses du bon côté et de s'entendre avec lui, même si Banner va mettre plusieurs années avant de l'écouter et de le comprendre. Il a plutôt une position de leader indépendant en vérité, une sorte d'électron libre qui fait un peu comme il veut. C'est vrai que ça représente assez bien Tony Stark, on va pas se mentir. Mais il sait aussi se sacrifier quand il le faut. Certes, c'est un héros atypique, mais ça reste un héros. Quand New York va être bombardé d'une arme atomique parce que le gouvernement décide que les Avengers ne réussiront pas à stopper l'invasion extraterrestre, Tony Stark va décider que s'il faut se sacrifier, il le fera pour sauver New York. Alors, sans hésiter une seule seconde, il saisit l'arme nucléaire et va dans ce trou direction l'espace. Il pense à ce moment mourir.
C'est vrai qu'il ne sait pas où il va, donc bon, c'est un voyage sans retour. Grâce à sa chance, il va venir sur Terre juste avant la fermeture du portail. Mais bon, il était quand même prêt à se sacrifier dès le premier Avengers. Lors du 3e volet d'Iron Man, on voit un Tony Stark complètement différent. Sujet à des crises d'angoisse, à des peurs, il est flippé. C'est simple, on l'a jamais vu comme ça. Après que sa villa ait été attaquée par une autre organisation terroriste, encore oui, Tony il va s'enfuir en fait. Il va s'enfuir dans une ville dont je me souviens pas le nom, et il va se réfugier dans un garage afin de réparer son armure. À ce moment-là, il va rencontrer un gamin. Il va le traiter d'égal à égal assez vite, et même être assez, vanneur, très amical avec lui. C'est une autre facette qu'on va découvrir au fur et à mesure de Tony Stark. Ce sera aussi le cas plus tard avec un certain Peter Parker, mais c'est vrai que on a vu une sorte de futur mentor très tôt dans la saga, même si Iron Man 3 sera le dernier opus d'Iron Man. Iron Man 3 est pour moi le film qui donne vraiment naissance au héros Iron Man. Pourquoi ? Parce que Tony Stark dans ce film va devoir faire face aux erreurs de son passé, mais aussi à ses peurs les plus profondes. Perdre sa femme, perdre ses proches, mourir, et le retour des extraterrestres. C'est simple, en fait. Ce film va le faire grandir. Et à la fin, Iron Man sera enfin un héros. Si, dans le dernier Iron Man, on sera confronté aux peurs de Tony, et dans Age of Ultron, on sera confronté directement aux conséquences de ces peurs. C'est simple, une fois qu'ils auront mis la main sur le fameux sceptre de Loki, Tony va pouvoir l'analyser et va se rendre compte qu'il pourrait l'utiliser pour créer une sorte de bouclier autour de la Terre, une sorte de Jarvis augmenté qui va pouvoir les aider à prévenir les menaces extraterrestres, mais aussi trouver des solutions pour qu'au final les Avengers ne soient plus utiles. Le problème, c'est que Ultron, il va regarder le monde, la situation dans laquelle est la planète, et il va penser que le problème, en fait, c'est les Avengers. Alors que Tony, Banner et tous sont en train de fêter le fait d'avoir réussi à récupérer ce set, un robot avait aidé les Avengers, arrive dans la pièce et commence à parler aux Avengers, leur expliquant que le problème, en fait, c'est eux. Lors de ce film, on va connaître les premières disputes, les premiers désaccords entre les Avengers. Pour moi, c'est la première fissure qui arrive dans ce groupe, même si le groupe se cassera plus tard. Les prémices de tout ça, on les voit déjà dans Age of Ultron. Ultron sera dévastateur et tuera beaucoup plus de vies humaines que la tragédie de New York. Ce film aura de lourdes conséquences pour la suite de la saga, mais surtout pour le personnage d'Iron Man. Les événements de Sokovie créeront un film clé pour la relation entre Tony et le public. Alors qu'il vient de faire une conférence sur sa bourse universitaire, Tony se trouve dans les loges. Il rencontre à ce moment-là une dame qui lui explique que son fils était à Sokovie lors de la bataille avec Ultron. Et oui, son fils est mort. À ce moment-là, Iron Man va tout remettre en question. Est-ce qu'ils sont vraiment des héros ? Est-ce que c'est eux les protecteurs de la Terre ? Ou est-ce qu'ils ne seraient pas en fait la cause du problème ? Après ces interrogations, Tony sera en contact avec le secrétaire d'État des Nations Unies. À ce moment-là, c'est lui la première passerelle entre les accords de Sokovie et les Avengers. Évidemment, ça va créer une discorde, parce que Steve Rogers, lui, il est pas d'accord. Il estime que les Avengers doivent pouvoir agir quand il leur semble juste d'agir et ne pas devoir attendre la validation de bureaucrates. Tony, lui, va rétorquer que si on n'est pas capable d'accepter des règles, finalement, on vaut pas mieux que ceux qu'on combat. Une grande partie des Avengers partageront le point de vue de Tony Stark et une minorité celui de Steve Rogers. Évidemment, ceux qui ne sont pas d'accord avec les accords finiront retraités. Un événement s'est passé
lors d'Ultron qui est assez important. Wanda, qui a manipulé l'esprit d'Iron Man, lui a également donné des souvenirs, des faux souvenirs, d'un futur où les Avengers mourraient tous et Iron Man en serait le fautif. À partir de ce moment-là, Iron Man va devenir fou, ce qui créera Ultron effectivement, mais ce qui va également créer les accords de Sokovie. Il pense qu'il doit tout faire pour sauver le monde, ça devient une obsession au point de bosser d'arrache-pied. Le problème, c'est que ça va lui coûter sa femme, Pepper, qui va lui reprocher de trop bosser, mais également de ne pas avoir arrêté son rôle d'Iron Man, lui qui lui avait promis de maintes et maintes. Je ne vais pas vous refaire le film, mais on va faire un petit bond dans le temps pour aller jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que je pense que un élément est important dans la clé de compréhension d'Iron Man. Zoma, qui est donc le méchant de ce film, va avoir comme but de faire que les Avengers s'entretuent. Il sait très bien que d'autres ont essayé avant lui et n'ont pas réussi, alors il pense que le meilleur moyen est de les détruire de l'intérieur. Et c'est plutôt bien vu. Il va découvrir, on ne sait trop comment, que Barnes, le meilleur ami de Steve Rogers, est à l'origine des meurtres des parents de Tony Stark. Alors il va faire en sorte que les protagonistes se retrouvent dans un bunker pour diffuser la fameuse vidéo. Tony, lui, pensait que ses parents étaient morts dans un accident, il ne savait pas qu'ils avaient été assassinés, donc forcément, quand en plus on sait qu'à ce moment-là, Tony est seul, qu'il est, entre guillemets, rongé par ces visions d'horreur de personnes qui se font... enfin de proches des Avengers, pardon, qui sont morts, on se rend bien compte qu'il est très fragile. Il va donc péter un plomb et vouloir se venger en tuant Barnes. Évidemment, Steve Rogers, lui, ne va pas être d'accord et va se mettre en opposition entre ses deux amis. Alors, Zoma a entre guillemets gagné parce qu'ils vont essayer de s'entretuer, mais ils ne vont pas mourir. Ils vont juste détruire ce qu'étaient les Avengers. Même si Tony verra ce combat comme une trahison de Steve Rogers, lui dira qu'il est toujours son ami et qu'il sera là si nécessaire. C'est une promesse qu'il va pas pouvoir respecter finalement. Et d'ailleurs, Tony va lui reprocher plus tard. Est-ce que c'est vraiment la faute de Steve Rogers quand on sait que le responsable, finalement, c'est Zoma? C'est lui qui a voulu les séparer. Si les Avengers étaient encore formés lors des attaques de l'armée de Thanos pour les pierres de l'infinité, je pense qu'ils s'en seraient mieux sortis. Lors du début d'Infinity War, Iron Man va monter à bord du vaisseau de Ebony Maw, afin de libérer Doctor Strange, qui lui-même était capturé pour récupérer la pierre du temps. Alors que le monde affiche de partout la disparition de Tony Stark, Steve Rogers, lui, se rend à la base des Avengers. Il va interrompre une discussion entre le secrétaire des Nations Unies et James Rhodes. Il les interrompt et dira au secrétaire que le monde vient de perdre son protecteur. C'est assez marquant de voir Steve Rogers qui témoigne autant de respect sur Iron Man. Pendant ce temps, avec l'aide de Spider-Man, ils vont réussir à tuer Maw et ils vont libérer Doctor Strange. À ce moment-là, ils vont prendre la décision d'aller sur Titan plutôt que de faire demi-tour, afin de surprendre Thanos et de réussir à le vaincre. Ok, on va avancer un petit peu dans le temps. Alors que les Avengers bis sur Titan sont en train de se battre contre Thanos, eh ben ils vont se faire exploser la gueule. Tony Stark va même se faire défoncer à coups de planète, bref, ça se passe pas bien. Mais Thanos va néanmoins faire preuve de respect envers Tony Stark. Il va déjà le connaître et lui partager l'information qu'il n'est pas le seul à être atteint de la maladie de la connaissance. Quand on connaît Tony Stark et qu'on sait à quel point son savoir lui a causé des problèmes, l'a rendu fou, on peut se dire qu'en fait, il comprend certainement Thanos et son envie, simplement de rétablir la paix. Thanos va même lui témoigner beaucoup plus que du respect. Il va lui dire qu'il espère, alors qu'il va le tuer, que l'humanité se souviendra de lui. Et pour moi, cette phrase est assez forte, car pour Thanos, Iron Man est un égal. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les autres Avengers. Et c'est assez important quand on sait que ce sera Iron Man
qui va mettre fin au règne de Thanos. La défaite des Avengers est sûrement due à l'égoïsme d'une partie d'entre eux. Wanda a refusé par exemple de sacrifier Vision pour sauver l'univers. Malheureusement, elle va accepter de le sacrifier quand Thanos sera sur Terre, en possession de la pierre du temps, ce qui lui permettra d'inverser ce temps et de récupérer la pierre de l'esprit qui lui manquait et d'effectuer le snap. Ma vraie première montée de larmes est lorsque Spider-Man va expliquer à Iron Man qu'il ne veut pas mourir. I don't feel so good. You're alright. I don't know what's happening. I don't know. I don't want to go. I don't want to go, sir. Please. Please, I don't want to go. I don't want to go. Swear. Je trouve que cette scène est très marquante et personnellement, elle m'a un peu brisé le cœur. Endgame mérite un chapitre entier, certes, parce que c'est le dernier film où Iron Man est présent, mais c'est surtout celui qui lui rend le plus hommage. Le film commence sur la perte de la famille de Barton, comme un clin d'œil à ce que Iron Man va sacrifier. Effectivement, en mourant, il sacrifie sa présence dans sa famille, pour rendre à ceux qui l'ont perdu leur famille. Je trouve que c'est déjà très beau, mais ça ne s'arrête pas là. La première présence de Tony dans Endgame est à bord du vaisseau au retour pour la Terre. Il est stable dans l'espace, il n'avance plus par faute de carburant et il va bientôt manquer d'oxygène. Il prend donc le casque de son armure pour enregistrer un message à Pepper pour lui dire qu'il l'aime et qu'il est désolé de ne pas avoir arrêté et qu'il pense à elle. Je trouve que ce message est déjà très beau parce que finalement il ne pourra pas dire à la fin au revoir à Pepper, donc il le fait au début. Mais en plus de ça, ça montre à quel point Tony a toujours fait ça dans le seul but de la protéger elle. Après avoir fini son message, il s'éteint alors en fermant les yeux et Nebula le portera jusqu'à sa place qui est la sienne, le trône de capitaine du navire, un peu comme un clin d'œil, que c'était lui le véritable leader des Avengers, celui qui devait et celui qui doit être aux commandes. Même si Tony ne mourra pas lors du début du film, on peut voir ça aussi comme un clin d'œil, qu'il était déjà prêt à mourir, alors se sacrifier pour le bien de l'univers, pourquoi pas. Lors du retour de Tony sur Terre, il va s'embrouiller avec Steve, lui reprochant de ne pas avoir été présent lors du combat contre Thanos et de ne pas avoir tenu sa promesse. Après cela, il va partir avec Pepper et reconstruire sa vie. Il aura même une fille, Morgan. 5 ans ont passé. Steve, Natasha et Hank vont venir chez Tony pour lui expliquer qu'ils ont potentiellement une idée pour récupérer les pierres de l'infinité et faire le snap pour ramener tout le monde à la vie. Ils disent qu'il est possible de voyager dans le temps, que Hank a réussi et que c'est pour ça qu'il a pas disparu. Tony va leur globalement dire que ça n'existe pas, que c'est pas possible, qu'on n'est pas dans un film. Mine de rien, il va y réfléchir et il va trouver la solution, parce que spoiler, on est dans un film. Il va être interrompu par Morgan et va à ce moment-là avoir une petite scène mignonne où Morgan va lui dire qu'elle l'aime 3000 fois. C'est une scène qui résonne chez beaucoup parce qu'on sait ce que ça veut dire quand on a déjà vu le film plusieurs fois. Bref, il va ensuite descendre pour narguer Pepper avec ça. Mais il va surtout lui dire qu'il a trouvé le moyen de ramener tout le monde. Pepper lui dit que tout le monde n'a pas eu leur chance et que s'il est possible de ramener tout le monde, alors il faut qu'il tente le coup. Il lui rétorque que si elle lui demande, il peut tout cesser et partir se coucher. À ce moment-là, Pepper va lui dire « Mais est-ce que tu seras capable de te reposer ?» Cette phrase résonne d'autant plus quand, réussissant à ramener tout le monde, il trouvera le repos éternel. Alors ça y est, les Avengers sont de nouveau réunis pour aller dans le passé et voler à eux-mêmes les pierres de l'infinité. Ça va être simple, ils vont quasi tous réussir, sauf Iron Man qui va pas réussir à récupérer la pierre de l'espace qui est le Tesseract. Alors pas le choix, il va falloir retourner encore plus tôt dans le passé, en 1970, dans une base militaire,
pour le dérober au Shield. Et oui, parce que quand ils vont arriver dans la base du Shield, eh ben, ils vont tous les deux, Steve comme Iron Man, tomber sur des personnes qu'ils ont connues dans le passé. Steve, lui, va tomber sur son premier amour, mais Tony, il va tomber sur son père. Ils vont pouvoir discuter comme jamais et pouvoir se confier l'un à l'autre de manière subtile. Howard lui dit qu'il attend un enfant, qu'il est stressé et qu'il est heureux de la nouvelle. C'est la plus belle chose qui lui soit arrivée. Tony, lui, va conseiller son père sur l'éducation, sur sa propre éducation finalement, et va lui dire à la fin « merci ». Ça y est, Tony peut mourir, il a enfin fini par régler ses comptes avec tout le monde, même son père, et ça je trouve que c'est beau. Les réalisateurs ont réussi à rendre Tony en paix avec ses démons. Malheureusement, quand ils reviennent, dans le temps présent, on remarque que Natasha est absente. Elle est restée sur Volmir en échange de la pierre de l'âme. Et oui, Natasha est morte. C'est fini pour elle. Ça va créer pas mal de discorde au sein du groupe, forcément, et surtout que Tony a été un peu maladroit. Il va demander si elle a de la famille, afin qu'on la prévienne. Steve va lui rétorquer que sa famille, eh ben, c'est eux. C'est assez triste et c'est une des scènes qui me touche également le plus dans ce film. Après cela, Hulk va effectuer le snap et ramener tout le monde. Malheureusement, la Nebula qui est revenue est une version antérieure à celle qu'ils connaissent. Et elle va ramener Thanos sur Terre. Et oui, c'est reparti. Le combat, lui, il est chargé d'émotions, évidemment. Ils ont tout mis. Le fameux rassemblement qui te hisse un peu les poils. Moi, le premier coup de frisson, il est à l'apparition de Spider-Man. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, forcément. Donc, quand il est revenu, j'ai eu un peu les frissons. Le second moment un peu de stress, mais aussi un moment un peu de complicité, je trouve que c'est la conversation entre Strange et Iron Man. Parce que quand Tony lui demande s'ils sont dans la timeline où il gagne, Strange lui rétorque qu'il ne peut pas lui dire, sinon cela va tout changer. Mais en lui disant ça, il sait très bien, Strange, que c'est la dernière fois qu'il adressera la parole à Tony Stark. Ce sont donc les derniers mots qu'ils échangent, parce qu'après cela, oui, ils vont gagner, mais à quel prix? Au prix de la vie de Tony Stark. Quelque temps plus tard, on fait un petit bond encore, Peter et Tony vont se parler. Enfin, plutôt, Peter va parler à Tony, lui expliquant son incompréhension. Mais lui, il a perdu son ami depuis plus de 5 ans, alors forcément, il ne va pas avoir le temps de dire un mot et juste le prendre dans ses bras. Rien que d'y repenser, ça me met un peu les poils, donc pour vous dire, c'est vraiment une scène que je trouve emblématique. Enfin, la scène finale. Thanos est en train de prononcer la fameuse phrase. Désormais inéluctable. Avant d'essayer de snapper. Bon, il n'a pas les pierres. Tony, qui a vu quelques secondes avant Strange et qui lui a fait ce signe pour lui dire que oui, on est dans la chance sur 14 millions de gagner contre Thanos, va dérober les pierres. Il comprend à ce moment-là que c'est le seul moyen de gagner en se sacrifiant. Alors en volant les pierres, il regardera Thanos, qui ne comprend pas pourquoi le snap n'a pas marché, et dira « Et moi je suis Iron Man. » Cette scène est complètement légendaire, et je pense que c'est l'une des scènes qui me rend le plus triste, parce que au-delà même du sacrifice, c'est un personnage qu'on a suivi pendant des dizaines d'années, donc forcément, quand on doit dire au revoir à une personne qui nous a vu grandir, entre guillemets, ça fait toujours quelque chose. L'enchaînement va être rempli d'émotions, forcément, parce que Rhodes est le premier à arriver, le premier ami, le premier coéquipier d'Iron Man, et celui qui va arriver le premier sur le corps. Viendra ensuite Peter Parker, et puis Pepper. Ensuite, tous les autres arriveront, mais c'est vrai que ces 3 personnages qui s'enchaînent, eh ben ça fait beaucoup. Moi, personnellement, j'ai toujours les larmes aux yeux à ce moment-là, parce qu'on comprend à quel point Iron Man est important dans la vie de ces gens-là, et il a peut-être sauvé l'univers, mais bon, beaucoup vont le regretter. Enfin, viendra l'enregistrement, le fameux. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire, je crois qu'il vaut mieux juste écouter. C'est ce qui m'a donné l'idée d'enregistrer un petit salut. Juste en cas de mort prématurée. Je parle de la mienne. Parce qu'en fait, la mort est prématurée à tout âge. Ce voyage dans le temps qu'on va essayer de faire demain m'a un peu
pris la tête. L'aspect survie de la chose m'inquiète un peu. Voilà tout. Mais c'est un truc de héros, quoi. La fin fait partie du voyage. Pourquoi je flippe au fond? Tout va forcément se passer exactement comme c'est censé se passer. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Honnêtement, j'ai beau avoir vu ce film des dizaines de fois, à chaque fois c'est la même chose. À chaque fois j'ai les poils au même endroit, à chaque fois j'ai les larmes aux yeux, c'est toujours la même chose. Et pourtant je le connais par cœur, mais ce personnage est tellement puissant que quand il meurt, forcément, tout est fort. Je savais pas vraiment comment conclure cette vidéo, alors j'ai fait une demande à ChatGPT, je lui ai demandé son avis. Pour lui, pourquoi Iron Man est-il si émouvant? Et voici ce qu'il m'a répondu. La profondeur de Tony Stark, son évolution, ses erreurs humaines et son sacrifice ultime font de lui un personnage inoubliable. L'humanité qu'il montre à travers ses failles et ses moments émotionnels crée une connexion forte avec le public. La fin d'Endgame est particulièrement poignante, renforçant l'idée que même les héros peuvent faire des sacrifices personnels pour le bien de tous. Pour finir, j'aimerais rajouter quelque chose. Tony Stark est certainement le super-héros le plus humain avec Peter Parker. Il est clair qu'on a eu un attachement émotionnel fort envers ce personnage et c'est pour ça qu'il est si émouvant. Bon, la construction également de ce personnage a fait qu'on s'y est autant attaché. Et plus j'ai étudié le cas, plus je me suis rendu compte qu'effectivement c'était la volonté des scénaristes. En tout cas, je voulais vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'aimerais bien connaître vos avis sur pourquoi Iron Man est-il si émouvant et si vous aussi vous avez chialé comme une madeleine la première fois que vous avez vu ce film, en tout cas la fin d'Endgame. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que j'améliore. Un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir, et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.